Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 août 2026 et je suis ici pour parler de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis en Asie occidentale. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce qui s'est passé jusqu'à présent et sur les raisons pour lesquelles c'est important. Car, selon moi, le point essentiel à l'heure actuelle est que les États-Unis essayent de revenir aux conditions qui prévalaient avant le début de cette guerre. Autrement dit, d'une certaine manière, normaliser la situation dans le détroit d'Ormuz était l'une des priorités les plus importantes pour l'administration Trump. Mais avant d'en arriver là, à mon avis, cette époque est révolue. Ils ne reviendront pas aux mêmes conditions qu'avant. Avec le cas du détroit d'Ormuz, avec le cas des pays du CCG, toute la domination américaine dans la région, tout est aujourd'hui différent de ce que c'était auparavant. Et l'argument, c'est que, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'ici, il faut se demander pourquoi les États-Unis ont-ils décidé d'attaquer l'Iran. Et pour comprendre cela, revenons à juin 2025, quand on voit une attaque israélienne contre l'Iran. À ce moment-là, ils ont dit que Donald Trump avait donné le feu vert aux Israéliens pour attaquer l'Iran. Et c'est pourquoi Israël a finalement, après des décennies, à supplier chacun des présidents des États-Unis, obtenu ce qu'il voulait, faire quelque chose, attaquer l'Iran. Et si cette attaque se faisait avec les États-Unis, ce serait incroyable. Cela va permettre d'atteindre ces objectifs, c'est-à-dire, vous savez, renverser ce régime et instaurer une forme de domination, une domination israélienne dans la région. Donc, si l'on considère cette attaque, qui était une attaque israélienne contre l'Iran, sans les États-Unis, il aurait été impossible pour Israël d'attaquer l'Iran. D'abord, pour que ces avions de combat puissent atteindre l'Iran sans avions ravitailleurs. Israël n'a pas la capacité de ravitailler tous ces avions de combat qui vont jusqu'en Iran pour bombarder l'Iran. Les États-Unis ont donc activement coopéré avec Israël dans cette attaque, non seulement avec les avions ravitailleurs, mais aussi en les aidant grâce à ces bases américaines dans la région, dans tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe aujourd'hui. Et ils étaient là pour les aider, en fournissant des renseignements, en soutenant Israël de toutes les manières possibles. On peut donc dire qu'ils coopéraient. Ces avions de combat venaient d'Israël vers l'Iran. Ils attaquaient l'Iran et bénéficiaient du plein soutien de l'administration Trump. C'était en juin 2025. Ces dates sont extrêmement importantes. Ces chiffres sont très importants pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans ces nouvelles conditions. Puis lors de la dernière guerre de 12 jours, au bout de 4 jours, ils ont dit que les Israéliens pensaient pouvoir obtenir quelque chose parce qu'ils disposaient d'un vaste réseau d'espions à l'intérieur de l'Iran. L'assassinat des commandants les plus hauts gradés en Iran a été l'une des choses les plus importantes qu'ils aient faites dans les premiers jours de cette guerre. On voit donc l'assassinat de ces commandants en Iran, on voit les attaques contre l'Iran, et le fait qu'Israël, pour la première fois de son histoire, et c'est très important, attaque directement l'Iran et frappe certaines cibles en Iran. Avant cela, c'était surtout, vous savez, nous vous attaquons. Vous n'allez pas faire ça. Tout était dans la rhétorique. Mais là, en juin 2025, c'est concret. Cela a donc marqué un tournant majeur dans ce qui se passait entre l'Iran et Israël. Tout tournait autour du Hezbollah et de ce qu'ils appellent les mandataires, avec ce genre de rhétorique. Mais vous voyez, c'est la première fois qu'Israël attaque directement l'Iran et que l'Iran se défend. C'est important. Ensuite, à la dernière étape, selon les sources iraniennes, selon, disons, la compréhension iranienne de la guerre, à partir du 4e jour de la guerre, les États-Unis ont commencé à contacter l'Iran. Le vice-président, J.D. Vance,
a appelé les Iraniens en disant « Non, mettons fin à la guerre. Israël voulait vous attaquer. Nous essayons de ramener un peu de raison dans tout ça. Mettons tout de côté et ramenons un peu de raison dans cette guerre. » Ils le savaient, parce que dès que l'Iran, ce fut un choc énorme. Il faut vous en souvenir. Il y a eu 12 heures de choc. On se demandait tous, que se passe-t-il à l'intérieur de l'Iran? Le guide suprême iranien est-il vivant? A-t-il été assassiné? Personne ne savait rien. Ce fut un choc immense, avec un silence total pendant 12 heures. Puis au bout de 12 heures, on a vu l'Iran réagir et frapper des cibles en Israël. Donc c'était, vous savez, l'un des éléments les plus importants de ce qui se passe en ce moment. Israël a choqué l'Iran d'une manière qui reposait aussi sur ces cellules israéliennes à l'intérieur de l'Iran. La plupart de ces attaques contre les commandants qui ont été tués ont été menées en utilisant leurs cellules à l'intérieur de l'Iran, avec des drones présents en Iran, pour attaquer les commandants chez eux, dans leur maison, et assassiner ces personnes. Des hauts gradés, encore une fois. Donc Donald Trump était en retrait et observait ce qui se passait. Avec un peu d'aide de Donald Trump, pas une participation si importante que ça. Des avions ravitailleurs, un soutien depuis les bases, ils ont coopéré avec les Israéliens à 100%. Mais, pour Donald Trump, ce n'était pas énorme. Il s'agissait simplement d'apporter ce soutien. Et il a vu qu'Israël avait réussi à exercer une pression considérable sur l'Iran. Donald Trump a dit que si nous soutenions Israël, si nous coopérions avec lui dans cette attaque, nous pourrions changer quelque chose sur le terrain. Ils avaient donc deux options pour Donald Trump. La première était de poursuivre la guerre. La seconde consistait à se préparer davantage avant d'attaquer l'Iran. Ils ont donc décidé, vous savez, de choisir la deuxième option. Se préparer davantage avant d'attaquer l'Iran, avant de se joindre à Israël dans l'attaque contre l'Iran. Ils ont donc dit aux Iraniens, « Mettons un peu, vous savez, de bon sens, mettons fin à cette guerre, et nous allons parler. Nous allons négocier. » À cette époque, ce qui est également important, c'est que l'Iran et les États-Unis se parlaient. Et les États-Unis trompaient l'Iran par ces négociations, en le mettant dans une sorte de, vous savez, de calme. Ils ont essayé de tromper l'Iran, de le placer dans une situation où ils pensaient que rien n'allait se passer, qu'aucune attaque n'allait venir. C'est pour cela que ce fut une attaque totalement surprise. Et l'Iran ne s'y attendait pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la poursuite de la guerre, que Donald Trump a décidé de continuer, mais d'une manière différente, pas de la façon dont Israël attaquait l'Iran. Il a donc vu comment l'Iran attaquait et frappait certaines cibles en Israël. Vous savez, les États-Unis, vous vous en souvenez, ont utilisé toutes ces bases. Ils avaient toutes les armes dans la région pour aider Israël à se défendre à ce moment-là. Autre point, entre juin et septembre. L'autre point important de 2025, c'était en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? D'abord, on a vu Donald Trump surgir soudainement et dire que les États-Unis voulaient retourner en Irak, en Afghanistan. Qu'est-ce que c'était que ça? Beaucoup d'entre nous se demandaient, pourquoi parle-t-il de l'Afghanistan? C'est lui qui avait décidé de se retirer d'Afghanistan lors de son premier mandat. Vous vous en souvenez? Quand il a commencé à négocier avec les talibans en Afghanistan, beaucoup de gens se demandaient, pourquoi fait-il ça? Pourquoi a-t-il besoin de faire ça? Parce qu'il voulait se retirer. Il voulait se retirer d'Afghanistan. Il voulait se retirer de Syrie. C'était les politiques de Trump, première version. Et Donald Trump, deuxième version, est totalement différent de ce qu'il était auparavant. Parce que vous voyez comment Joe Biden, vous savez, a retiré les troupes et les forces américaines d'Afghanistan. Et Donald Trump, de retour en septembre 2025, après l'attaque israélienne contre l'Iran, demande, met la pression.
Permettez-moi de citer le tweet qu'il a publié. Voilà ce qu'il a publié en septembre 2025 à propos d'un retour en Afghanistan en disant « Nous allons revenir ». Il faut comprendre qu'il évoquait le cas des talibans. Il mettait la pression sur les talibans en disant que les États-Unis allaient revenir. Qu'ils l'acceptent ou non, les États-Unis vont revenir. Et plus tard, CNN, j'essaie d'afficher le tweet de Donald Trump. Et plus tard, nous avons vu CNN rapporter que Donald Trump et son administration faisaient pression pour cela, vous savez, pour retourner en Afghanistan, depuis des mois. Cela veut dire que de juin à septembre, si l'on dit depuis des mois, cela signifie qu'ils s'y préparaient. Qu'est-ce que ça veut dire, retourner en Afghanistan? Voici le tweet de Donald Trump. Il a dit « Si l'Afghanistan ne rend pas la base aérienne de Bagram à ceux qui l'ont construite, les États-Unis d'Amérique. » Et il parle du fait que de mauvaises choses vont se produire. Voilà ce que Donald Trump a dit en septembre. Et puis, plus tard, on voit que le 18 septembre, CNN a rapporté que l'administration Trump faisait discrètement pression depuis des mois pour reprendre une base afghane aux talibans. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'était? Pourquoi ont-ils besoin de l'Afghanistan? La réponse est là sur cette image. Regardez l'Iran, ou tout autour de l'Iran. Si vous regardez la carte ici, l'Afghanistan est là. Voilà l'Afghanistan. Et ils avaient toutes ces bases ici. En partant de la Turquie, des bases américaines en Turquie, ils sont présents en Azerbaïdjan, en Arménie, en Turquie, puis en Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite, ici au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et ici à Oman. Ils dominent donc toute la partie occidentale de l'Iran et la partie nord de l'Iran. Mais lorsqu'on regarde la partie orientale de l'Iran, on ne voit pas ce même type de domination. Alors, comment peuvent-ils attaquer l'Iran? Nous sommes en septembre 2025. Je veux le répéter encore et encore pour comprendre l'attaque de Trump, la deuxième série d'attaques menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran. C'était le 28 février de cette année, 2026. Donc là, nous sommes en septembre 2025. Ils se préparaient à revenir en Afghanistan. Donc, si vous allez en Afghanistan, si vous dominez cette région et que vous avez cette portion de contrôle sur l'Iran, cela veut dire que vous que vous serez totalement prêt à attaquer l'Iran, à faire pression sur l'Iran. Et laissez-moi ajouter avec cela ce qui est important pour nous. Encore une fois, revenons à septembre 2025. Il s'est passé une autre chose importante aux États-Unis. C'était une affaire intérieure. Nous savons qu'il y a eu une sorte d'entente au sein des États-Unis qui a fait pression sur Donald Trump et son administration. C'était des gens qui avaient soutenu Donald Trump pour qu'il soit élu en 2025, en décembre 2024, puis en janvier 2025. In December 2024 and then January 2025. So, who were these people? Alors, qui étaient ces gens-là? Des gens comme Charlie Kirk. Charlie Kirk a été assassiné le 10 septembre 2025. C'est lui qui s'opposait aux politiques visant à déclencher une nouvelle guerre. Les États-Unis sont en train de lancer une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Il a été assassiné en septembre 2025. Et puis, il y a eu un autre événement important, le rétablissement automatique des sanctions. On voit les États-Unis revenir à la charge après avoir exercé, depuis janvier 2025, une pression énorme, une pression économique énorme sur l'Iran. Ils ont dit que ça ne suffisait pas. Avant d'attaquer à nouveau l'Iran, il faut, vous savez, supprimer tous les vestiges du JCPOA, cet accord nucléaire entre les Iraniens et l'administration Obama. The government and Obama administration, you remember, 5+, you have Europeans together with the United States. Vous vous souvenez des 5 pays européens avec les États-Unis. Le problème, c'est que Donald Trump, lors de son premier mandat, a décidé de se retirer du JCPOA. Mais les Européens ont continué avec le JCPOA
ils y sont restés. Donc, les sanctions de rétablissement automatique n'ont pas été appliquées durant la première administration Trump. Et là, en 2025, la deuxième administration essaie de faire quelque chose d'énorme, de changer tout le concept du JCPOA par la contrainte. Après, vous vous souvenez, quand Israël a attaqué l'Iran, aucun pays européen n'a condamné ce qu'Israël faisait. Israël attaquait l'Iran en juin 2025, tandis que les Européens condamnaient la réponse iranienne, les représailles iraniennes contre Israël. Imaginez la situation. C'est irrationnel, c'est illogique, mais c'est ce que nous avons vécu. Puis en septembre, vous avez vu que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas adopté le projet de résolution qui aurait permis de maintenir l'allègement des sanctions contre l'Iran, conformément au JCPOA. C'était la fin. À ce moment-là, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Algérie ont voté contre. Ces 4 pays ont soutenu l'Iran, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Algérie. Puis 9 pays, dont les États-Unis et les Européens, ont voté en faveur du rétablissement automatique des sanctions. Et en substance, ce mécanisme a été activé contre l'Iran, exerçant une énorme pression économique sur le pays. Et autre point important, en septembre. Imaginez un peu ce qui s'est passé en septembre 2025. L'Iran, encore une fois, a essayé désespérément. Le ministre iranien des Affaires étrangères a tenté désespérément de parler avec l'AIEA afin d'éviter le rétablissement automatique des sanctions, ou vous savez, de faire pression sur les Européens pour qu'ils ne s'alignent pas sur les États-Unis, sur le programme de Donald Trump. Ce programme, c'était, vous savez, de démanteler tout le JCPOA, toute sa structure, et d'exercer une pression énorme sur l'Iran par les sanctions, par tous les moyens, pas seulement de la part des États-Unis, mais aussi des Européens. Et c'était l'objectif principal. Ensuite, l'Iran s'est rendu en Égypte. Si vous vous souvenez de la rencontre en Égypte entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le directeur général de l'AIEA, Grossi, ils ont signé un accord nucléaire sur les inspections en Iran. Les inspecteurs tuandon em smurta, vérifiant tout. Et parce que l'une des principales raisons avancées par les Européens, c'est qu'ils disaient ne pas avoir accès aux installations nucléaires iraniennes. Et l'Iran a été attaqué par les États-Unis. La centrale nucléaire de Fordow a été attaquée par les États-Unis dans les derniers jours de la guerre de 12 jours. Ils ont utilisé des bombardiers B-2 et B-52 pour attaquer et frapper les cibles à Fordow, en Iran. Il y avait donc une sorte de tension entre l'AIEA et l'Iran, ce qui a facilité le rétablissement des sanctions par les autorités européennes, conformément à l'agenda de Donald Trump et de son administration. Donc ça n'a pas marché. L'Iran était parvenu à un accord en Égypte et en est sorti. Et Donald Trump a dit « Je me fiche de ce que l'Iran a obtenu ». Je me fiche de l'AIEA. Tout repose sur le fait que les inspecteurs américains vont s'y rendre. Ce sera nous qui vérifierons tout à l'intérieur de l'Iran, pas l'AIEA. C'est ce qui se passait à l'époque. Donc, pour revenir à 2026, en février 2026, vous savez, j'étais en Iran. J'y suis allé en décembre 2025. Après 12 ans, je voulais voir. Je voulais y retourner. Je voulais savoir comment l'Iran avait changé. Alors j'y suis allé pour voir le pays. Je suis arrivé en décembre et j'y suis resté jusqu'au 7 février 2026. Pendant cette période, on voit ce qui se passe en Iran. Des manifestations ont lieu à cause d'une pression énorme, une pression économique, les sanctions, le rétablissement automatique des sanctions, tout ça, une combinaison de tous ces problèmes. Avec Israël, l'attaque israélienne contre l'Iran et toutes ces cellules à l'intérieur de l'Iran qui tentent de manipuler la société. Et la suite. Vous savez, juste après l'attaque, la première attaque en juin 2025, l'Iran a commencé à comprendre ce qui se passait au sein de la société. Ils ont commencé à éliminer, ou, vous savez, à s'attaquer à ces cellules,
à les repérer et à les détruire à l'intérieur de l'Iran. Ils l'ont fait assez. Ils ont connu un certain succès dans les premiers jours qui ont suivi, vous savez, en instaurant une sorte de pause dans la guerre. Puis, en décembre, j'étais là-bas. Je voyais que les gens n'étaient pas contents de l'inflation, de l'économie. Et le gouvernement iranien était sous une pression énorme. Et finalement, les gens sont sortis. Vous voyez toutes ces manipulations venant de l'intérieur. Je dirais que le peuple iranien, ou l'Iran en tant que pays, est l'un des plus touchés lorsqu'il s'agit de propagande et de la manière dont on bombarde l'Iran de fausses informations. Ils utilisent plusieurs médias basés à l'étranger, des médias persanophones. Ils appellent Iran International, l'un des principaux médias à l'étranger. Or, nous savons que le Financial Times a rapporté en janvier qu'ils avaient reçu plus de 880 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Plus de 800 millions de dollars reçus en janvier pour préparer la société. Et ils disaient au peuple iranien, les États-Unis vont intervenir, ils vont renverser le gouvernement. Vous savez, ces jours de sanctions seront terminés. Vous vivrez mieux après cette attaque et tout va changer. Ils faisaient essentiellement partie de l'opération israélienne à l'intérieur de l'Iran. Et vous voyez les gens sortir à cause de la pression économique, à cause de l'inflation. Pendant les 2 premiers jours, il ne se passe rien. Tout est calme. Les gens protestent. Et le gouvernement a commencé à parler avec les gens, avec les élites du marché iranien, ou du bazar, comme ils l'appellent. Et dans cette communication avec la population en Iran, le président iranien a essayé de dialoguer avec les Iraniens. Il leur a dit que nous avons des stratégies à long terme et des stratégies à court terme pour résoudre ces problèmes économiques. Mais plus tard, vous voyez qu'ils constatent à quel point le gouvernement contrôle tout. Et vous voyez autre chose se produire. Vous voyez qu'ils attaquent des banques en Iran. Ils attaquent des banques, vous savez, des installations, des infrastructures civiles en Iran. Vous savez, des hôpitaux ont été attaqués d'une manière ou d'une autre. Vous voyez des commissariats attaqués. Ils ont essayé d'entrer dans le commissariat pour prendre les armes de la police. C'était quelque chose de nouveau, et encore nouveau. C'était incroyable, parce qu'en quelques jours, vous voyez des gens tuer des forces de sécurité. C'était en Iran. Quiconque connaît la société iranienne, connaît l'Iran de l'intérieur, sait qu'il n'y a jamais eu une chose pareille. Décapiter des gens ou jeter des gens dans le feu et les tuer de cette manière. Alors, les forces de sécurité en Iran prennent du recul et disent « ça c'est nouveau ». Qui fait ça? Ça ne fait pas partie de la culture iranienne, de la société iranienne, de la tradition iranienne. Parce que l'Iran, en tant que pays, vit depuis 46 ans sous d'énormes sanctions. Il a une longue histoire de manifestations qui se produisent à l'intérieur du pays. Ils savent comment ça fonctionne. Ils connaissent le mouvement. Ils connaissent ces gens. L'état d'esprit des gens qui descendent dans la rue. Mais là, ces gens décapitent des membres des forces de sécurité et les jettent dans le feu. Donc de cette façon, ce ne sont pas des Iraniens. Il se passe quelque chose. Et plus tard, on voit les forces de sécurité sortir. C'était, vous savez, aujourd'hui, Donald Trump parle de 52 000. À l'époque, il disait que 80 000 personnes avaient été tuées. 90 000 avaient été tuées. Mais d'un autre côté, vous voyez, le gouvernement est tellement malin. Et le gouvernement iranien, en s'exprimant, a été très malin. Je n'ai jamais vu le gouvernement être aussi malin en 46 ans. Parce que, pour la première fois, ils ont publié une liste des personnes qui ont été tuées pendant ces manifestations. Il y en a plus de, 3100, quelque chose comme ça. Ils ont publié les noms avec leurs pièces d'identité et tout le reste. Et ils ont dit, voilà les personnes qui ont été tuées. Et Donald Trump parle de 50 000, de 80 000, selon ce que ces gens avancent.
Voici la liste. Si vous avez quelque chose de nouveau, si vous avez davantage d'informations, donnez-les-nous. Nous allons les évaluer. Nous allons voir si c'est bien le cas. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fourni un seul nouveau cas au gouvernement iranien. A new case to the Iranian government. Putting that aside, that chaos has happened. Cela mis de côté, ce chaos s'est produit à l'intérieur de l'Iran. Si l'on prend un peu de recul, si l'on élargit un peu la vue, on voit que cela préparait la société. Car quand on regarde ce qui se passe, les manifestations qui se transforment en émeutes, le sang dans les rues, les gens qui sont tués, l'anxiété, le chaos créé durant ces jours-là, en utilisant leurs cellules en Iran, on voit que tout est désormais prêt pour l'attaque. Donc, en décembre et en janvier, on voit le chaos dans les rues iraniennes et le gouvernement qui tente de le contrôler. Puis en février, on voit les États-Unis, avec Israël, attaquer l'Iran. C'est le moment où Donald Trump a placé l'Iran dans la situation la plus fragile qu'il ait jamais connue. Cela veut dire que tout était préparé pour le plan d'attaque contre l'Iran. Et vous voyez tous ces porte-avions, 3 d'entre eux, qui arrivent dans la région. Ensuite, vous les voyez amener beaucoup d'armes, vous savez, des avions de chasse dans la région. Tout avait été préparé pour l'attaque, et l'attaque a eu lieu. Beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce que l'attaque se produise pendant la nuit, dans l'obscurité. Mais ils ont attaqué à 10 heures du matin, heure locale. Il était donc 10 heures du matin en Iran. La première attaque visait le guide suprême iranien et les commandants. Et ils ont dit que le guide suprême iranien, pendant les jours de manifestation en Iran, en décembre et en janvier, ils ont dit que le guide suprême d'Iran n'était plus en Iran, qu'il était en Russie, dans des bunkers, qu'il se cachait parce qu'il avait peur des gens qui étaient descendus dans la rue. Ils vont renverser le gouvernement. C'était le discours à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'était « Les États-Unis arrivent dans la région, ils se préparent, et le guide suprême iranien se cache quelque part. » Et vous voyez que, dès le premier jour de l'attaque, les États-Unis ont attaqué sa maison en Iran, que vous pouvez trouver sur la carte. Et il a été assassiné avec sa famille. Cela a été un choc immense pour le pays. Récemment, nous avons eu une interview du ministre iranien des Affaires étrangères, dans laquelle il expliquait à quel point les premiers jours avaient été difficiles pour l'Iran. Le guide suprême iranien avait été assassiné. Les commandants avaient été assassinés. Et il avait certaines difficultés à contacter d'autres partis, notamment le président. Le ministre des Affaires étrangères et le président avaient du mal à se parler parce qu'ils ne voulaient pas se réunir à cause de l'assassinat. Peut-être que les États-Unis tenteraient ou qu'Israël déciderait de les assassiner encore et encore. C'était l'une des principales inquiétudes à cette époque. Mais ensuite, on voit le gouvernement d'une certaine manière se ressaisir. Ils étaient prêts. Ils avaient même décidé de ce qu'ils feraient si le guide suprême iranien était assassiné. Ils avaient préparé un plan complet avant que toutes ces attaques ne se produisent, le 28 février. L'Iran était totalement prêt. Et il l'a dit, le ministre iranien des Affaires étrangères l'a dit dans son entretien, ils avaient un code pour le cas de l'assassinat du guide suprême iranien, parce qu'aucun d'entre eux ne voulait parler de cet assassinat. Aucun d'entre eux n'était disposé à en parler. Alors, dans leur réunion secrète, ils utilisaient un code pour y faire référence. Si cela pouvait arriver, quelle serait la réaction? Et comment allons-nous répondre? Et vous voyez, le 28 février, l'Iran revient en moins de quelques heures. Il revient et frappe les cibles. Voilà l'importance de ce qui s'est passé. Et quand l'Iran revient, il attaque essentiellement tout. L'Iran commence par attaquer toutes ces régions ici, toutes les bases américaines. Il commence à détruire les radars, les centres de communication, ou tout ce que les États-Unis avaient pour soutenir la défense aérienne. La défense aérienne, c'était tellement important.
the defense, the air defense. The air defense, it was so important. All these radars were so important for the air defense of Israel. The communication. Tous ces radars étaient essentiels à la défense aérienne d'Israël, aux communications. Vous voyez, le système d'alerte précoce dont Israël disposait pendant la guerre de 12 jours, en juin 2025, faisait que, chaque fois que l'Iran tirait un missile, ils avaient 30 minutes. 30 minutes avant l'arrivée du missile. Ils savaient que l'attaque arrivait, que le missile arrivait, et ils se préparaient à l'intercepter, à informer les habitants en Israël qu'ils devaient aller dans les bunkers, dans les sous-sols, ou dans ce qu'ils avaient sur place. C'était le point essentiel en juin 2025, que l'Iran a systématiquement détruit lorsque la deuxième vague d'attaque a eu lieu le 28 février. Dès les premières heures, ils ont commencé à attaquer, à frapper les cibles en Irak. Permettez-moi de vous montrer les bases ici. Ils avaient une base ici, en Irak, dans le nord de l'Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar. Et à l'époque, Oman ne faisait pas partie des cibles. Ils ont donc attaqué Israël, ainsi que tous ces pays du CCG, à l'exception d'Oman. Il y a eu une seule attaque contre Oman à cause de son ravitaillement en carburant. L'une des installations de ravitaillement à Oman aidait les avions de chasse américains à se réapprovisionner en carburant. Et ils ont frappé ce port qui soutenait les avions de chasse américains. C'est tout. Ils n'ont pas attaqué une base américaine à Oman, mais ils ont systématiquement détruit toutes ces bases, les radars, les communications et tous les systèmes d'alerte dont Israël profitait et bénéficiait durant le premier cycle de la guerre, avant d'attaquer Israël. Les attaques avaient lieu, et l'Iran a de nouveau frappé Israël. Ça a commencé par les radars. Ils ont attaqué les radars. Ils ont attaqué les bases en Israël, tout en évitant de frapper les civils en Israël. Et pas seulement en Israël, mais dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, ici. Ils ont décidé de ne pas attaquer les civils. Ils se sont essentiellement concentrés, c'était une sorte de choix stratégique de leur part, sur ces bases pour les frapper, les neutraliser et les détruire. Comment les États-Unis vont-ils pouvoir continuer la guerre? C'était le point principal. La difficulté que les États-Unis ont en Iran et qu'ils ont eue en Iran, c'est la géographie de l'Iran. On revient à la géographie, à l'importance de la géographie. Regardez cette carte. Ici, en partant d'ici, vert, ce sont les montagnes du Zagros, en Iran. Et dans la partie nord, vous voyez les monts Elbourz, avec la mer Caspienne. Ici, dans l'est de l'Iran, vous voyez les déserts, près de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc la géographie a été l'un des principaux facteurs de cette guerre, et elle joue sur la capacité de l'Iran à préparer sa stratégie de riposte. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, dans les premiers jours, ont attaqué Téhéran. Ils ont attaqué ici, dans la partie ouest de l'Iran. Et vous voyez que la plupart des attaques se sont concentrées ici, dans la partie sud de l'Iran. Vous voyez moins d'attaques ici, et presque aucune attaque dans l'est de l'Iran. Cela veut dire qu'ils utilisaient, et c'est le point important, l'Afghanistan. Si Donald Trump avait pu retourner en Afghanistan, ils auraient pu, vous savez, attaquer l'Iran depuis l'Afghanistan. Et vous voyez les cibles ici. Ils avaient une domination totale sur le territoire iranien. Si cela avait pu se produire avant le retrait des États-Unis, en septembre 2025, ils avaient dit qu'ils voulaient partir. L'Afghanistan a changé, et le nouveau gouvernement a dit « Non, vous ne pouvez pas revenir ». Donc, cela ne s'est pas fait. Cette possibilité a été écartée. Les États-Unis ont décidé d'utiliser la partie occidentale de l'Iran. La difficulté aujourd'hui, à mon avis, dans ce qui se passe, c'est que les États-Unis, lors des récentes attaques, utilisaient le Koweït. Ici, en utilisant le Koweït, ils ont utilisé des HIMARS pour attaquer cette région, appelée Khuzestan, une province appelée Khuzestan.
Ils ont utilisé des HIMARS ici, ainsi que des attaques MS, des PRSM, des attaques MS, pour frapper des cibles dans cette zone. Nous n'avons pas réglé la question parce que nous connaissons les difficultés actuelles et la guerre a changé. Toute la situation en Asie occidentale, à mon avis, a changé. Je reviens à la question principale. Donald Trump peut-il revenir à la situation qui existait avant le début de la guerre, avant le 28 février? Même en juin 2025, l'Iran n'a pas attaqué les bases américaines ici, parce que ce n'étaient pas les États-Unis. Malgré leur soutien considérable à l'attaque israélienne contre l'Iran, ce n'était pas suffisant pour que l'Iran attaque les bases américaines. Donc en gros, ils se sont concentrés sur Israël et ont attaqué Israël. Puis le 28 février, tout a changé. On voit alors que l'Iran change de stratégie. Et l'autre point, c'est qu'en ce moment, aux États-Unis, on parle de pénurie d'intercepteurs, de missiles Tomahawk, vous savez, de missiles offensifs et défensifs dont ils disposent. Le problème, c'est que quoi que Donald Trump essaie de faire, même avec... Regardez cette carte. Cette carte vient de la CIA. La source, c'est la CIA, et voilà comment ils perçoivent l'Iran. À leurs yeux, ils ont ces capacités-là. C'est la région des Kurdes, du peuple kurde, à l'intérieur de l'Iran. Et ils ont aussi des Kurdes ici, dans cette région. C'est de cette façon qu'ils peuvent mener une sorte d'invasion. Et ils ont essayé. Ce sont des sources iraniennes. Hier et avant-hier, nous avons appris que plus de 14 opérations spéciales avaient été menées ici, dans le nord, au Kurdistan irakien. Ici, laissez-moi juste, cette région qui est si importante. L'Iran a frappé cette région ces 2 dernières semaines, avec des attaques ininterrompues contre le nord de l'Irak. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce que ces Kurdes, s'ils tentent de faire quelque chose, une sorte d'invasion, cela viendra de cette région, à l'intérieur de l'Iran. Puisqu'ils ont des groupes kurdes ici, et que vous voyez des Kurdes ici, à l'intérieur de l'Iran, ils pourraient donc avoir une forme de soutien aux yeux des États-Unis et des Israéliens. Ils pourraient bénéficier d'une forme de soutien pour s'infiltrer, attaquer l'Iran, envahir, mener une sorte d'incursion. Et le problème pour les États-Unis, c'est que depuis le début de la guerre, l'Iran comprend parfaitement la fragilité de cette frontière. Ils ont donc mené plus de 14 opérations terrestres, c'est-à-dire avec des forces spéciales au sol, pénétrant au Kurdistan irakien et détruisant tout ce qui concernait ces groupes. Pas seulement à l'aide de missiles et de drones, en frappant les munitions et la logistique sur place, mais aussi en tuant les forces, en éliminant les groupes, ces personnes présentes dans cette zone qui veulent faire quelque chose. Et ils ont détruit, et je dirais qu'à ce jour, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont neutralisé la plupart de ces forces dans cette région, dans cette zone. Et cela a été très efficace. Ils n'ont eu aucune perte, 0 perte, ces forces spéciales dans le nord de l'Irak. Ils en ont tué beaucoup au cours de ces opérations et leurs installations ont été détruites. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. L'Iran a pratiquement neutralisé le nord de l'Irak. Parce que, vous vous souvenez, vous savez que les États-Unis parlent de retirer les systèmes Patriot d'ici. Pourquoi ont-ils besoin de faire ça? Donald Trump a envoyé beaucoup d'armes. Vous vous souvenez, il a envoyé beaucoup d'armes aux Kurdes de cette région pour les faire passer en Iran et aider les manifestants à l'intérieur de l'Iran à provoquer une sorte de changement de régime de l'intérieur. Ça n'a pas marché. Donc le deuxième plan aurait été d'utiliser ces forces qui ont été neutralisées. C'est pour ça qu'ils retirent les systèmes patriotes de la base aérienne d'Al-Tahrir, dans le nord de l'Irak. Les 5, je pense qu'ils vont finir par tous les retirer. Et l'Iran a pratiquement neutralisé le problème, la menace venant d'ici. À mon avis, elle a énormément diminué à ce stade. Ils n'ont aucun problème ici. Pour ce qui est de l'Irak,
À mon avis, la menace venant d'Irak a aussi énormément diminué, d'une certaine manière. Et pour ce qui est du Koweït, le Koweït a été bombardé au cours des 2 dernières semaines. Et tous ces bombardements visaient des installations américaines, des moyens américains au Koweït, ainsi que d'IMARS. Et ces IMARS ne sont pas... Ils en ont peut-être, je ne sais pas combien ils en ont. Mais le problème, encore une fois, ce sont les attaques MS. Si vous avez le système IMARS, c'est le système qui utilise les attaques MS pour frapper des cibles à l'intérieur de l'Iran, dans la partie ouest. Avaz était l'une des villes du Khuzestan qui a été ciblée à plusieurs reprises au cours des 2 dernières semaines. Et il semble qu'en raison des pénuries, les États-Unis aient décidé de réduire les attaques. Et l'autre point concernait ici le détroit d'Ormuz. Si je dis qu'il est impossible pour les États-Unis de revenir dans le détroit d'Ormuz, c'est pour une raison simple. Quand on regarde les solutions envisagées pour Donald Trump, ce dont Donald Trump parle, il y a essentiellement certains généraux aux États-Unis. Il parle de prendre l'île ici, l'île de Keshm, ou peut-être l'île de Karg, qui est ici. La distance entre ces 2 îles est d'environ 600 km. Il y a 600 km entre les deux. C'est impossible. Si vous prenez l'île de Karg, il sera impossible de venir ici aider. Vous savez, dans la situation du détroit d'Ormuz. Parce que l'île de Karg va devenir un piège mortel pour les forces américaines, à mon avis, si elles essayent de faire ça. Ici, si elles, supposons qu'elles viennent, elles viendront sur l'île de Keshm, ici. L'île de Keshm, cette région-ci. Et est-ce que ce sera difficile? Je suppose que ce sera encore difficile, parce qu'elles ont essayé d'isoler la ville de Bandar Abbas. La ville de Bandar Abbas est ici. Ils ont essayé d'isoler la ville en attaquant tous les ponts qui y mènent, pour l'isoler d'une manière ou d'une autre. Puis peut-être de mener une sorte d'invasion terrestre sur cette île, l'île de Keshm. Mais cela ne s'est pas produit. Ils ont essayé de l'isoler. Vous voyez, ils ont frappé les ponts, mais les gens continuent d'y entrer, puisqu'ils ont accès. Ils ne connaissent pas la géographie de la région. Ils pensaient qu'en frappant les ponts, ils allaient couper la connexion entre Bandar Abbas et les autres villes. Cela ne s'est pas produit. Et vous voyez, on a vu qu'ils trouvent des itinéraires alternatifs pour rejoindre la ville. Ils ont frappé le pont, mais les Iraniens mettent en place de nouvelles voies tout autour des ponts et parviennent de nouveau à accéder à la ville de Bandar Abbas. Donc, à mon avis, l'opération sur l'île de Keshm a échoué et elle ne fonctionnera pas pour les États-Unis. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? L'autre point, c'est le blocus terrestre de l'Iran. Revenons à ce blocus terrestre. Regardez combien de pays entourent l'Iran. Regardez la carte. Et pensez-vous que Donald Trump pourrait détruire la relation entre la Turquie et l'Iran? C'est impossible. Peu importe comment Erdogan ou qui que ce soit au pouvoir en Turquie essaye d'aider, de faciliter les choses, d'être si amical avec le gouvernement des États-Unis, avec Donald Trump, il existe quelque chose de traditionnel entre les 2 pays. Aucun gouvernement en Turquie ne peut rompre les liens entre les 2 nations. Ces gens, d'une certaine manière, la tradition et l'histoire s'y opposent totalement, et il est impossible pour la Turquie de faire ça. Je dirais, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, regardez la carte, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan. Il y a même le blocus terrestre de l'Iran, sans parler de la mer Caspienne, qui est si importante. La mer Caspienne est le lien entre l'Iran et la Russie. On a vu comment les Ukrainiens ont essayé d'y faire quelque chose, pour dire aux États-Unis, « Oh, on peut faire ça, on peut frapper certaines cibles ici. » Mais ce n'est pas une bonne idée de s'impliquer, même pour Donald Trump et son administration, dans une guerre qui rapprocherait l'Iran et la Russie.
Parce que s'ils essayent de faire quelque chose ici, cela signifie que vous êtes contre l'Iran et la Russie. Pour être honnête, ils se battent en ce moment contre l'Iran et la Russie. Ils combattent la Russie en Ukraine et ils combattent directement l'Iran, vous savez, dans le sud. Ils sont en conflit avec l'Iran. Mais réunir officiellement ces deux guerres, ce serait, vous savez, une catastrophe pour Donald Trump et son administration. À mon avis, cela n'arriverait jamais. Et même Zelensky, peu importe à quel point il s'efforce de convaincre l'administration Trump, c'est peut-être un agenda israélien, parce que nous savons à quel point Israël et l'Ukraine sont liés. C'est pour ça que vous voyez des forces israéliennes et ukrainiennes en Irak, des forces ukrainiennes à Idlib, avant la chute de Bachar al-Assad, et en ce moment même. Et ils ont formé tous ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir en Syrie. En général, ils essaient de les former à l'utilisation de drones. Et il y avait des instructeurs ukrainiens à Idlib avant la chute de Bachar el-Assad. Donc personne ne peut nier le lien entre l'Ukraine et Israël. Alors peut-être Israël, c'était une coordination, une sorte de, vous savez, coopération entre Israël et l'Ukraine. Vous pouvez faire quelque chose là-bas et joindre les deux combats. Et les États-Unis vont rester dans le combat parce que l'objectif principal en ce moment pour Israël et pour l'Ukraine, c'est de convaincre les Américains. Les Américains, vous vous souvenez qu'en septembre 2025, l'assassinat de Charlie Kirk, à ce jour, personne ne sait ce qui s'est passé. Quelle que soit l'histoire qu'ils racontent, tout a été démystifié et personne ne croirait ce qu'ils disent sur l'assassinat de Charlie Kirk. Donc Israël perd l'opinion publique aux États-Unis depuis très longtemps et encore aujourd'hui. Alors peut-être que la combinaison des deux guerres, car nous savons que dans le cas de l'Ukraine, ce n'est pas la même chose. Il y a du soutien, un soutien énorme, et chez les démocrates comme chez les républicains, une forme d'accord lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Donc si vous associez les deux guerres, cela veut dire que vous vous préparez à un grand combat. Cela veut dire que les États-Unis vont rester dans le combat pour toujours, pour toujours. Parce qu'il est impossible pour les États-Unis de vaincre de manière décisive la Russie et l'Iran ensemble, ou pour l'Iran et la Russie de vaincre de manière décisive les États-Unis. Les États-Unis arrivent dans la région et utilisent tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe. Ils ne font pas partie de la région, mais ils y combattent en utilisant tous ces pays. C'est toute la difficulté. Vous savez, je suppose qu'Israël et l'Ukraine avaient, ensemble, pour objectif de rapprocher la Russie et l'Iran afin de déclencher un grand conflit. Mais cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Disons les choses ainsi. Donc, pour revenir à la pression que les États-Unis peuvent exercer sur l'Iran, le blocus terrestre est, à mon avis, une stratégie vouée à l'échec dès le départ. Cela n'arrivera pas. Alors, quelle serait aujourd'hui la solution pour les États-Unis? Vont-ils pouvoir revenir à ce qu'était le détroit d'Ormuz avant le début de cette guerre? C'est impossible. C'est impossible. Quand on parle de cela, je pense que voici ce qui est important. Imaginez simplement, avant juin 2025, une attaque directe de l'Iran sur le sol israélien, sur Israël. Et dans les derniers jours de l'attaque, pendant la guerre de 12 jours, dans cette guerre, le deuxième round de la guerre, comme ils l'appellent, la guerre du Ramadan en Iran, les dernières attaques visaient Dimona. C'est la ligne rouge pour Israël. C'est la ligne rouge pour les États-Unis sous l'administration Trump. Si l'Iran peut frapper des cibles à l'intérieur d'Israël, à Dimona, c'est la fin. Cela signifie qu'ils peuvent frapper ces installations nucléaires. Nous savons qu'ils ont tout sur le terrain.
D'un autre côté, on voit l'Iran, toutes ses installations, ses centrales nucléaires. On voit, vous savez, la production de missiles, les villes de missiles, ces villes souterraines. Tout est axé sur la production, sur la production. Vous savez, c'est sous terre. Cela veut dire qu'ils se préparent à cette attaque depuis longtemps. Ils se préparent à ces jours-là. Mais Israël n'est pas préparé, parce qu'Israël pensait que tous ces radars, tous ces systèmes de défense aérienne allaient les protéger. Mais ça n'a pas été le cas durant les derniers jours de la guerre de 40 jours. Dans les derniers jours, on voit Dimona être frappé de toutes parts par des missiles iraniens. C'était la ligne rouge. C'est à ce moment-là que les États-Unis et Israël ont décidé que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait faire autre chose. Pour revenir à la région, au détroit d'Ormuz. En ce moment, le problème de Donald Trump, c'est le détroit d'Ormuz. Personne ne parle du programme nucléaire iranien. Il poussait pour des négociations sur le nucléaire. L'Iran a dit non, tant qu'il faut régler les problèmes, régler les questions du nucléaire, du détroit d'Ormuz et des sanctions contre l'Iran. Regardez le protocole d'accord. Quiconque le lit voit qu'il s'agit, sur le papier, d'une capitulation totale de Donald Trump. Il avait eu ça avec les Houthis, avec les Yéménites, en 2025. Et il a capitulé. Il a dit que le Yémen avait capitulé, mais ce n'était pas sur le papier. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que le protocole d'accord, lui, était sur le papier. Il était écrit noir sur blanc. Et quiconque essaye, vous savez, de lire les 14 points de ce protocole d'accord, verra que chacun d'entre eux signifie la capitulation de Donald Trump. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Cela ne veut pas dire, quand vous parlez du protocole d'accord, que ce protocole est si important en lui-même. Il est important parce que les États-Unis sont arrivés au point où ils ne peuvent plus continuer la guerre. Ils doivent signer ce document. À mon avis, c'est historique. C'est extrêmement important. Et beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de ce protocole d'accord. C'est ce qui se passe. Ensuite, les États-Unis reculent. L'Iran a un document signé par les États-Unis. Et beaucoup de gens, l'opinion publique partout dans le monde, verront ce qui est écrit dans ce protocole et ce que les États-Unis essaient de faire. C'est totalement contraire à ce qui est écrit dans le protocole d'accord. Et ça l'a été. C'est pour ça que le protocole d'accord n'existe plus. C'est pour ça que l'Iran dit que si les États-Unis veulent négocier aujourd'hui, ce sera le protocole d'accord plus. Il y aura le Yémen. Comment peut-on imaginer, pour ceux qui disent que l'axe de la résistance où l'Iran s'affaiblit, ou que l'issue de la guerre a été dévastatrice, que ce soit le cas? Comment cela pourrait-il être le cas? Avant ces attaques, l'Iran n'avait jamais attaqué Israël. Aujourd'hui, nous savons que la ligne rouge pour l'Iran, c'est Beyrouth et la Daïa. Ils ont attaqué Israël sans avoir été attaqués par Israël. Ils ont attaqué Israël. C'est nouveau. Cela ne se produisait pas avant. Cela mis de côté, regardez le cas de la région. Regardez la région. Regardez la domination des États-Unis dans la région. Tout cela a disparu. La guerre a été magique pour l'Iran. Magique. Elle a représenté un énorme gain sur le plan stratégique, intérieur et à long terme. Je ne parle pas du court terme. Vous pouvez voir les difficultés de la guerre, car aucune guerre n'est facile. L'Iran sait qu'il se bat pour son existence. C'est une guerre existentielle pour l'Iran. Voilà le point. Cette guerre n'est pas existentielle pour les États-Unis. Et je dirais qu'elle ne l'est pas non plus pour Israël. Cette guerre a commencé parce qu'Israël voulait démolir, voulait, vous savez, détruire les vestiges ou ce qu'il restait de l'axe de la résistance. Ils disent que l'Iran est la tête de la pieuvre. Et imaginez s'ils avaient pu faire quelque chose en Iran. Quel aurait été le résultat pour Israël? À quel point cela aurait-il été bénéfique pour Israël? Eh bien, cela ne s'est pas produit.
l'Iran domine tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe. Les bases américaines sont détruites. L'Iran contrôle ici le détroit d'Ormuz. Le détroit est dominé par l'Iran. Et nous savons que le nouvel accord entre l'Iran et Oman vise entièrement, selon moi, à ce que l'Iran contrôle le détroit, à 100%. Cela signifie que la voie d'entrée et de sortie est entièrement contrôlée par les Iraniens. C'est important. Même si l'on suppose que l'Iran n'obtient pas l'allègement des sanctions, ce sont des gens rationnels. Ils connaissent la réalité des États-Unis. Ils négocient avec les États-Unis depuis très longtemps. Ils connaissent la complexité de l'Iran et des États-Unis. Ce sont des gens qui espèrent, qui souhaitent pouvoir parvenir à une meilleure relation avec les États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que ça ait quoi que ce soit à voir avec les réalités. La réalité aujourd'hui, aux États-Unis, vous savez, regardez simplement ce qui se passe sur le plan intérieur, avec ces nouveaux candidats au sein du Comité national démocrate et la montée des gens qui s'opposent à l'AIPAC. Donald Trump parle de ces gens. Donald Trump is talking about these people. He says these are against Jews. Il dit que ces gens sont contre les Juifs, ce qui n'est pas le cas. Ils sont contre l'agenda sioniste. Ils sont contre l'AIPAC. Ils sont contre la manipulation. Quand Donald Trump dit qu'ils sont contre les Juifs, c'est parce qu'il se considère lui-même comme faisant partie de l'agenda israélien, comme faisant partie des sionistes. Il n'est pas séparé des sionistes. Il en fait partie. Il a fait le maximum pour Israël. L'attaque contre l'Iran, c'était la dernière étape. Vous jouez à un jeu, vous voyez la dernière partie du jeu. La dernière étape serait l'objectif final. C'était la dernière étape. C'était le geste le plus important que les États-Unis pouvaient faire pour Israël. Mais stratégiquement, les conséquences sont écrasantes pour les États-Unis. Toutes ces bases qui ont été détruites envoient des messages au Japon, à la Corée du Sud, à tous ces pays, même je dirais en Europe. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Europe dit qu'elle doit trouver des solutions par elle-même, ne pas dépendre autant des États-Unis. Parce que si les États-Unis ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, comment peuvent-ils envisager d'aider la Chine? D'aider la Chine et d'utiliser le Japon contre la Chine, d'utiliser la Corée du Sud contre la Chine. Le mythe de ces 800 bases américaines a été détruit. Le concept lui-même a été détruit. Et si les stocks aux États-Unis peuvent être épuisés en 40 jours de guerre, cela veut dire que les États-Unis n'ont pas les capacités de ravitailler ces 800 bases réparties dans le monde entier. Tout cela renvoie, vous savez, à ces moments où, selon moi, un empire perd le contact avec la réalité. Je pense que c'est le moment que nous vivons avec l'empire américain. Il a perdu le contact avec la réalité. It has lost its connection with the reality. If you're wise, you never attack Iran. Si vous êtes sage, vous n'attaquez jamais l'Iran. Parce que vous savez qu'un pays avec cette géographie, avec cette population, va riposter. Il ne va pas se rendre. Ce ne sont pas de faux pays. Ce sont des civilisations. C'est pour ça qu'on voit la même chose en Chine, en Iran, en Russie. Ils ont des racines culturelles profondes. Ils ont une fierté nationale. Ils sont tellement fiers d'être iraniens, russes, chinois. Ce n'est pas l'Arabie saoudite, vous savez, qu'on peut manipuler, parce qu'elle dépend tellement des États-Unis, du système financier américain. C'est autre chose. Et je pense que ce moment, l'issue de ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, et le fait que les bases américaines aient été détruites par les Iraniens, cela restera à jamais gravé pour l'Empire américain. C'est le début de l'effondrement. C'est l'effondrement qui est en train de se produire. Les États-Unis, à mon avis, arrivent au point où ils comprennent leurs limites. Un jour, j'ai entendu Anthony Blinken, le secrétaire d'État sous l'administration Biden, dire cela. Il a dit que lorsqu'ils ont commencé à sanctionner la Russie,
en pensant que les sanctions mettraient la Russie à genoux avec le piège en Ukraine. Ils croyaient littéralement pouvoir mettre la Russie à genoux. They literally thought that they can bring Russia to its knees. They can destroy Russia from within by the sanctions. Ils peuvent détruire la Russie de l'intérieur, par les sanctions, par la guerre, en la piégeant dans une guerre en Ukraine. C'est la même erreur qui se répète encore et encore. Peu importe que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, c'est ainsi qu'un empire se détruit lui-même. Revenez à ce qui se passe en Ukraine. Quelle nécessité y avait-il pour les États-Unis d'être en Ukraine? Si vous dominez toute l'Europe, pourquoi avez-vous besoin d'aller aussi loin? Pourquoi aller aussi loin? C'est insensé. Cette folie détruira l'empire. Et elle ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas l'Iran, la Russie et la Chine qui détruisent les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui se détruisent eux-mêmes. It's about the United States destroying itself. Because when you don't understand the limitations Parce que, of your power, quand vous ne comprenez pas les limites de votre pouvoir, quand vous ne comprenez pas la réalité de la région, vous vous opposez à la Russie, vous vous opposez à l'Iran. Et dans le cas de Taïwan, s'ils y vont, Taïwan serait une catastrophe, parce que la possibilité d'utiliser des armes nucléaires est là, à Taïwan, selon moi. Ce serait la fin. Cela nous affecterait tous sur cette planète. Et c'est pourquoi il est important de parler de toutes ces questions ensemble, de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Les États-Unis ne vont pas gagner la guerre en Ukraine. L'Ukraine a été détruite. Il n'y a plus d'Ukraine sur la carte aujourd'hui. La population, qui était de 57 millions ou de 50 millions, disons 50 millions, a été réduite à 20 millions. Combien de jeunes ont été tués pendant les 5? On arrive à 5 ans de guerre. L'Ukraine a été une catastrophe. La guerre avec l'Iran a été une catastrophe. Et cela signifie que l'Empire, je ne sais pas, combien de temps ça va-t-il prendre? Vont-ils tirer les leçons de ces deux guerres? Est-ce que cela va les aider? Je ne vois aucune courbe d'apprentissage dans aucune administration aux États-Unis, si l'on considère les 2 ou 3 dernières. Donald Trump, le premier mandat de Joe Biden, puis le retour de Donald Trump. Même les gens qui sont contre la guerre en Asie occidentale disent « Revenons à soutenir l'Ukraine ». L'Ukraine est simplement en train de prendre de l'élan. Elle est simplement en train de riposter à la Russie. Vraiment, ce n'est pas raisonnable. Rien n'est réel dans ce genre d'argument. L'Ukraine est finie. La Russie va contrôler Odessa par un blocus. La liaison entre l'Ukraine et la mer Noire est rompue à cause du nouveau blocus russe sur Odessa, Nikolaïev et toutes ces villes. C'est la fin. Ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas les munitions. Ils n'ont pas les intercepteurs. Ils n'ont pas de plan. Ils essayent de militariser. Ils essayent de réduire la sécurité sociale, vous savez, pour influencer la vie des gens aux États-Unis, en Europe, et augmenter le budget du complexe militaro-industriel. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner? Non, ils ne vont pas gagner. Imaginez un instant. Comparez simplement les budgets. Le budget de la défense des États-Unis, même avec celui de l'Arabie saoudite, représente 10 fois, non, plus de 9 fois, le budget de la défense de l'Iran. L'Arabie saoudite, qui littéralement ne peut rien faire, rien. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de peuple, c'est une question de conviction, c'est une question de stratégie, c'est une question de nation, de civilisation. Combien de temps faudra-t-il encore aux États-Unis pour comprendre qu'ils ne peuvent plus manipuler les autres? Cette époque est révolue. Cette époque est révolue, à mon avis. J'espère que quelque chose se passera de l'intérieur aux États-Unis, parce que j'ai dit que les États-Unis se détruisent eux-mêmes de l'intérieur. Ce qui se passe, ce qui est en train de se passer avec les guerres américaines en Asie occidentale, en Russie, ne vient pas de l'extérieur.
Il s'agit des États-Unis qui décident de se détruire eux-mêmes. Ils pourraient changer d'attitude. Ils pourraient, les nouveaux changements qui se produisent chez les républicains, avec Tucker Carlson, à mon avis. Beaucoup de gens essayent de l'attaquer et disent qu'il est ceci ou cela. Lui, vous savez, je pense qu'il est tellement important. Il est tellement important. Pas seulement Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, ces gens qui ont peur, qui savent ce qui se passe dans son ensemble et comment les États-Unis ne tirent aucun bénéfice, ne retirent aucun avantage de ces guerres. Is not getting any sort of benefit from these wars. And you see that the same thing, Et on voit la même chose, vous savez, chez les démocrates. Les nouveaux changements qui sont en train de se produire vont à l'encontre de, je vais le dire, vous savez, au Michigan, il a remporté la primaire contre l'establishment. C'est le bouleversement profond qui est en train de se produire aux États-Unis, à mon avis, à la suite de ces décisions illogiques prises à Washington. Les gens n'en peuvent plus. Ils en ont assez de ces politiques. Ils ne veulent pas de ça. Regardez les peuples, les Iraniens, les Russes, les Américains. Ils ne se détestent pas. Ils ne se détestent pas. Ils peuvent s'asseoir, discuter, apprécier la rencontre de différentes cultures, apprendre les uns des autres, mais personne ne veut détruire l'autre. C'est l'establishment aux États-Unis qui est en train d'être détruit, et cela vient de la société américaine. Ça ne vient ni de l'Iran, ni de la Russie. L'Iran et la Russie les aident simplement à comprendre que les États-Unis ne peuvent pas faire tout ce qu'ils décident de faire. Parce qu'ils ont fait cela en Irak, en Afghanistan, en Libye. Regardez la Libye aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à la Libye est un crime de guerre, à mon avis. La Libye, sous Kadhafi, fonctionnait. Ils envoyaient beaucoup de jeunes à l'étranger pour apprendre, pour étudier, pour faire, vous savez, des masters et des doctorats, puis revenir dans la société et aider la société à se développer. Regardez la Libye aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Voilà les conséquences de l'Empire américain, utilisé d'une certaine manière comme un relais de l'agenda israélien ou de l'agenda sioniste. C'est ce qui se passe. C'est tragique. Mais voilà ce qui arrive. Vous vous en prenez à l'Iran. Vous vous en prenez à la Russie. Et à Dieu ne plaise, si vous vous en prenez à la Chine, ce serait une catastrophe. Parce que personne, quand la guerre en Russie a commencé, ne pensait pouvoir isoler l'Iran de la Russie, isoler la Chine de la Russie, les séparer. Ça n'a pas marché. Vous arrivez avec la guerre contre l'Iran, et vous voyez que la Russie et la Chine comprennent. Elles ont saisi le message. Elles ne vont pas, vous savez, se séparer de l'Iran. La Russie ne le fera pas. L'Iran ne le fera pas. Russia is not going to do that. Iran is not going to do that. Russia, just imagine how Russia and China are close. La Russie. Imaginez à quel point la Russie et la Chine sont proches aujourd'hui. Regardez le partenariat stratégique avec l'Iran. L'accord stratégique entre l'Iran et la Russie, entre l'Iran et la Chine. C'est ainsi qu'ils définissent leurs relations. Un partenariat pour se défendre. Ils se défendent. Ils n'attaquent pas les États-Unis. Et je pense que la seule raison pour laquelle nous pouvons, la seule façon pour nous d'avoir une sorte d'espoir pour les États-Unis, c'est qu'il se passe quelque chose de l'intérieur. Je ne crois pas que la Russie, l'Iran ou la Chine puissent faire quoi que ce soit. Et quiconque pense que l'establishment actuel à Washington déciderait de changer son attitude envers la Russie, l'Iran ou la Chine est à mon avis dans une forme d'illusion. Mais le changement est en train de se produire, et c'est un bon signe pour les États-Unis et pour le peuple américain. Et je peux voir que si ce changement s'inscrit, vous savez, dans la durée, je peux imaginer le moment où les États-Unis seront un pays normal, un pays grand, important, mais normal, qui se soucie de son propre peuple et ne s'ingère pas dans les affaires des autres. Merci beaucoup. J'ai essayé de donner ma compréhension de ce qui se passe avec la guerre. Je pense qu'il est très important de comprendre, de voir le tableau d'ensemble de ce qui se passe. Ce n'est pas principalement centré sur l'Iran,
ou la Russie. Il faut voir le tableau d'ensemble. Et l'Europe doit redéfinir ses politiques. L'Europe est soumise à une pression énorme. Ils sont en train de se détruire eux-mêmes, et cela va prendre une ampleur considérable. La guerre, je pense que d'ici une décennie, dans 10 ans, nous assisterons à des changements radicaux, non seulement en Asie occidentale, en Eurasie, mais aussi en Europe, parce qu'ils connaissent la réalité. Les pays du CCG vont tirer les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les bases américaines ont perdu leur crédibilité. Il n'existe plus aucune base américaine crédible où que ce soit, et ils le savent. Et pour revenir à la vue d'ensemble, je vois de l'espoir. À mon avis, nous pouvons garder espoir. Malgré toutes ces guerres, nous pouvons garder espoir, parce que quelque chose est en train de se produire. Autrement dit, les États-Unis ou la Russie ne vont pas être vaincus. L'Iran ne va pas être vaincu. Cela va contraindre les États-Unis à changer leur politique. C'est pourquoi, après la guerre, les États-Unis ne vont pas revenir à ce qu'ils étaient avant le début de la guerre en Asie occidentale. Ce détroit va rester sous contrôle iranien, avec Oman, et ils vont le défendre. Et rien ne pourra entrer dans ce détroit en utilisant des armes, des radars, rien. Et la Russie écrase tout. C'est dévastateur pour l'Ukraine. Et les gens qui soutiennent que l'Ukraine est, d'une manière ou d'une autre, en train de prendre l'avantage, ils ne sont pas contre la Russie. Ils sont contre l'Ukraine. Croyez-moi, ils sont contre l'Ukraine. Lindsey Graham, avant de mourir, a dit que c'est un bon combat. Nous menons une guerre en utilisant des Ukrainiens pour tuer des Russes. C'est ce qu'on peut avoir de mieux. Voilà l'état d'esprit de l'establishment aux États-Unis. Ils s'en moquent. Et ils vont l'apprendre. Ils n'ont pas pu l'apprendre en douceur. Alors ils vont l'apprendre à la dure, à mon avis, comme Donald Trump veut le dire tous les jours. À la dure. Ils vont l'apprendre de la Russie, de l'Iran, et que Dieu nous en préserve s'il commence quelque chose avec la Chine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Thank you so much for being with me today. Great pleasure, as always.